Bonjour Yann Lemeur, vous venez de sortir Les Ironies du destin, 9 vies. Donc pourquoi avoir commencé par les bombardements de Brest? Parce que j'avais une histoire en tête, une petite histoire d'une bouteille de vin. Donc, au début, ce n'est pas les bombardements de Brest, mais cette petite histoire va me permettre de faire connaître à un public que j'espère assez large ce qu'était la vie très difficile des gens, et notamment de ma famille, pendant ces bombardements. Et c'est une partie de l'histoire de la Bretagne qui est très cruelle. Et cette histoire de bouteille de vin, qui est très rigolote en soi, m'amène à des choses beaucoup plus profondes. Et dans ce chapitre-là, par exemple, ce qui m'a finalement marqué dans mes pérégrinations intellectuelles de construction d'un texte autour de cette bouteille de vin, c'est l'esprit sacrificiel des Bretons au moment de la guerre, qui acceptaient la destruction, les bombardements, la destruction de tous leurs biens au bénéfice de la liberté. Ça, c'était quelque chose qui m'a finalement marqué. Donc je suis parti de quelque chose de vraiment très basique, une bouteille de vin qui est sauvée des bombardements par une voûte, la voûte du destin, une voûte magnifique qui était vouée au départ à sauver la vie d'au moins une personne de la famille quand il y avait des bombardements. Et qui finalement, puisque tout le monde est parti, exilé pour fuir ces bombardements, il n'a pu rester qu'un certain nombre de biens, dont du vin qui a été sauvé. Et ça m'amène à construire une histoire d'une destinée, à la fois d'une bouteille de vin qui a été sauvée, et puis de toute une famille qui, en l'occurrence, est la mienne. J'ai l'impression qu'il y a tout un panel de particularités bretonnes dans toutes les histoires. Vous parlez de la peinture, qui est quand même assez récurrente en Bretagne, vous parlez de l'exil, avec Marie-Joseph qui part en Amérique, vous parlez de cette bécassine maltraitée dans l'affaire Seznec, vous parlez du colonialisme à la française en faisant référence à Louis Guillou, et à propos des Noirs américains qui étaient condamnés après la guerre. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont particulières à la Bretagne, et en quoi ces histoires vous sont personnelles? Vous voulez donner la réponse à la question? Non, il n'y a aucun dessin dans ce livre. Il n'est pas destiné à décrire ou à expliquer la Bretagne. Absolument pas. Il est juste là pour effectuer une narration de ce qu'a été ma rencontre, la rencontre de mon propre destin avec d'autres destins. Et d'ailleurs, ils peuvent être espagnols, il se trouve que je disais j'ai rencontré, c'est parce qu'ils sont venus en Bretagne, ces Espagnols-là, ou cet Espagnol-là. Ça peut se trouver aussi presque en Amérique. Évidemment, c'est parce que ce sont des Bretons que moi j'ai connus en Bretagne, qui sont partis aux États-Unis comme une Guernic. Donc il n'y a aucune volonté de quoi que ce soit de représenter la Bretagne. C'est tout le contraire. C'est par ce que j'ai pu, moi, connaître, que j'effectue une narration littéraire qui, comme par hasard, ironie du hasard ou du destin, me met en première ligne pour ce partage de ces fragments de vie avec des personnes qui, effectivement, représentent, elles, certainement quelque chose que vous avez trouvé très compatible avec l'histoire sociale de la Bretagne. Ça ne me paraît pas tout à fait anormal, mais encore une fois, et c'est important, pour moi, je n'ai pas ce dessin-là. Je n'ai même aucune velléité de représenter en quoi que ce soit la Bretagne. C'est plutôt la Bretagne qui, à un moment ou à un autre, vient vers moi parce que je ne peux pas faire autrement, c'est tout. Justement, dans ces destinées, il y en a une à laquelle j'ai été particulièrement sensible, puisque étant étudiant à Rennes dans les mêmes époques, j'ai connu Pedro. Et donc, quelle est cette histoire particulière avec Pedro et Ramon? Qu'est-ce que ça représentait pour vous? D'abord, il faut savoir que je suis devenu grand ami avec Pedro, je compte parmi ses très très nombreux amis. Et j'ai pu discuter beaucoup avec lui, faute de l'avoir fait avec son père, avec qui j'avais déjà un rendez-vous pris par l'intermédiaire de Pedro pour qu'il me conte son histoire. Alors, à force de parler avec Pedro, à force aussi de m'intéresser à l'histoire du XXe siècle, dans laquelle on trouve la guerre d'Espagne, dans laquelle on trouve cette guerre intérieure à la guerre d'Espagne, cette guerre civile intérieure entre d'un côté les trotskistes anarchistes, puis de l'autre côté donc le Parti communiste et le NKVD qui décime totalement ces anarchistes. Eh bien, j'ai eu évidemment envie à un moment donné d'en connaître un peu plus. Ramon est mort et c'est avec Pedro qu'on a essayé de reconstituer une grande partie de la vie de ce personnage qui, pour moi, représentait tout ce qu'on a pu essayer de voir un petit peu avant, c'est-à-dire le rapport entre l'histoire de ce XXe siècle absolument phénoménal, l'histoire phénoménale de ce XXe siècle, et un certain nombre de personnages ordinaires au départ,
qui finalement, quand on les regarde de plus près, ont une vie plutôt extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu connaître, si vous voulez, le passage entre cette guerre d'Espagne que tout le monde savait, que Ramon avait faite, et son bistrot, qui, comme tu l'as dit, est devenu très célèbre pour ces gauchistes. Il faudrait terminer par ça quand même, ces gauchistes dont tu faisais peut-être partie, dont je fais un petit peu aussi partie. D'ailleurs, c'était un peu la marque de fabrique de chez Pedro, mais je précise dans mon livre que c'est plutôt des antifascistes qu'on trouve chez Pedro. Et puisqu'on rencontre encore la Bretagne, il n'est pas inutile de montrer que chez Pedro, en tous les cas, il y avait des échanges très fertiles, quelquefois musclés, hein, entre toute cette extrême gauche antifasciste et ce qu'on appelait, pas les nationalistes à l'époque, les autonomistes bretons, qui, comme je le dis d'ailleurs dans le livre, avaient très largement jeté à la rivière toute thèse référente au nationalisme et s'investissaient plutôt dans les luttes antifascistes, ouvriéristes et sociales. C'est important aussi à préciser. Est-ce que ce livre n'aurait pas pu s'intituler « D'autres vies que la mienne » dans la mesure où il y a eu un premier livre qui était assez autobiographique? Celui-là prend les histoires des autres pour raconter un peu la vôtre. Je veux faire la jonction entre ma destinée, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres sphères d'ailleurs, et les autres destinées qui se sont sans doute recoupées par le fruit du hasard qui peuple le destin. Et toutes ces histoires-là, effectivement, sont soit scénarisées, soit bénéficient quelque part de ma présence, de ce que je fais moi-même, voire même des raisons pour lesquelles je peux me trouver en présence de ces personnages un jour. C'est pas le hasard, donc c'est bien quelque chose qui a fait, à tout moment du livre, vous trouverez toujours une raison qui fait que je peux parler de ces gens-là. Je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas, je ne fais pas des biographies. Je parle de ces personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai partagé un fragment de vie et de destinée, donc, et des moments où je trouve que c'est vraiment passionnant de construire soit un scénario, soit une histoire, et donc un récit, eh bien, je me lance dans la narration, et c'est ce qui a fait ce livre, c'est bien, effectivement, par le prisme de ma propre destinée, aller dans le chemin des autres destinées qui peuplent donc ce livre. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques histoires, justement, par exemple, sur ce cousin corse, là, Giovanelli, ou sur Guillou, c'est ça, l'écrivain qui a évoqué les Noirs qui étaient, comment dire, condamnés par les Américains? Alors, il y a deux questions. Alors, Giovanelli, c'est intéressant parce que comment j'ai traversé le destin de cette famille. Là, on peut parler de tribu, là aussi. Giovanelli, c'est connu en Bretagne, par mon travail. C'est mon travail qui m'a amené à fréquenter cette Giovanelli. Je suis devenu ami avec un des Giovanelli qui m'a fait visiter les forges, le terrain des anciennes forges, qui m'a un peu parlé de tout cela. Et puis tout ça m'a amené à m'intéresser à cette vie sociale. Parce que c'est cette vie sociale qui m'intéresse beaucoup, plus que la vie culturelle, qui est liée à cette vie sociale. D'ailleurs, quand je travaille sur les forges, tout de suite, je vais trouver une gouarze sur les forges. Alors, évidemment, je fais une paire de coups, je m'intéresse à la vie sociale, et puis en plus, j'ai des éléments de vie culturelle et linguistique passionnants. Pour ce qui concerne Louis Guillou. Alors, là aussi, il y a eu des recoupements très intéressants, toujours pareil, ironie du destin, parce que dans ma famille, on a été confronté à la pendaison d'un noir dans une petite commune qui s'appelle Guiclan, dans le Haut-Léon. Et ce noir avait été condamné à peine de mort publique parce qu'il avait violé une petite fille. Et il se trouve que ma mère, qui a donc entendu le garde champêtre annoncer cette mort, qui a été donnée avec une potence dans un chant qui s'appelle depuis le chant de l'homme noir, il se trouve que ma mère, quelque temps avant, avait été à l'enterrement d'une petite fille de l'école qui, elle aussi, de la sœur d'une petite fille de son école, qui, elle aussi, avait été violée et tuée par un GI noir. Alors, la question, déjà, se pose, tiens, les GI noirs qui violent des enfants.
Mais cette question est posée aussi par Louis Guillou dans un livre, et aussi par Alice Kaplan, qui a écrit un livre tout récemment, l'interprète c'est Louis Guillou. Bon. Du coup, je recoupe tout ça, ironie du destin, et j'essaye, encore une fois, d'apporter ma propre pierre à cette histoire. Alors là, j'ai fait un exercice de style, une sorte d'exercice intellectuel, et j'ai beaucoup aimé le roman de Louis Guillou, mais je trouve à un moment donné qu'il est un peu orienté. C'est là que je dis qu'il est un peu aragonesque, c'est-à-dire qu'il s'arrange avec la vérité, peut-être, éventuellement, peut-être pas, mais ça me donne l'idée qu'à l'époque où ce livre a été écrit, on avait un certain nombre d'écrivains ou de participants à la culture qui allaient dans le sens de la cause qu'ils voulaient défendre. Et cette liberté de la vérité m'intéresse. Alors du coup, je préfère une approche camusienne qui va d'abord donc partir de la vérité, et qui à partir de là va avoir une analyse la plus profonde possible pour essayer de voir où est la racine du mal. Et donc je pose la question un peu différemment, avec un autre angle de vue, je dis mais si finalement, contrairement à ce que dit Guillou, il n'y a pas de raison que lui disant qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de noirs que de blancs qui violent et qui tuent, mais si c'est pas avéré, il faut qu'on explique maintenant pourquoi les Noirs tuent et violent plus que les Blancs. Et c'est là que j'essaye d'aller beaucoup plus loin. C'est le même débat qu'on peut avec la torture. C'est toutes ces questions qui sont, d'après moi, c'est une approche camusienne qui ne supporte pas l'arrangement avec les vérités en fonction d'une cause, d'une thèse, d'une idéologie qu'on veut défendre, mais qui part de la vérité la plus pure pour au contraire aller au fond des choses, aller à la racine du mal et essayer d'en expliquer les causes et d'aller plus loin dans la mise en place de systèmes de démocratie, de systèmes sociaux, de systèmes bien sûr qui ne sont plus fondés sur le racisme, sur le colonialisme, et ça permet bien sûr de pouvoir avoir un petit débat dialectique entre un écrivain qui n'est plus là et moi-même sur une question qui, encore une fois, pas quelque chose qui m'a touché de près, puisque c'était ma mère qui a connu, qui a été très marquée par cet épisode de l'homme noir qui a été pendu pour viol. Une des histoires particulièrement intéressantes aussi, qui a plus trait au roman qu'au récit, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est l'histoire de Seznec, enfin, de la famille Seznec, enfin, de Jeanne Seznec. Est-ce que vous pouvez nous l'évoquer rapidement? Alors, ça demanderait beaucoup de temps. Alors, c'est pas du tout un chapitre sur Seznec, attention. C'est un chapitre sur sa fille qui a connu une destinée absolument extravagante et cruelle. Alors, c'est vrai que deux choses m'ont amené à faire ce chapitre, dont je voulais faire un livre d'ailleurs, mais que je n'ai pas voulu faire pour ne pas rentrer vraiment beaucoup plus dans les détails d'une affaire sordide. Premièrement, il se trouve que dans ma famille, là aussi, la famille de ma grand-mère maternelle, il y a eu ce que la presse a appelé une autre affaire Seznec qui a fait que ma grand-mère a été confrontée à un certain nombre de problèmes et qu'elle s'est aussi beaucoup intéressée par compassion à la famille Seznec. Et que donc elle m'a transmis du coup des livres et que j'ai pu avoir connaissance d'un livre notamment qui était totalement introuvable. Puis la deuxième chose, je suis très intéressé par le phénomène de l'emprise. Et surtout la capacité, je suis très intrigué, c'est un mystère pour moi, des capacités de personnes idiotes, stupides, ignorantes, à être capables de manipulation. Ça m'a toujours intrigué. Et donc, ce phénomène de l'emprise m'intéresse beaucoup. Donc, la perversion narcissique m'intéresse beaucoup. Et quand j'entends aujourd'hui qu'on a de plus en plus de pervers narcissiques, je pense que c'est aussi parce que, comme dans beaucoup d'autres cas, on n'a pas été voir ce qui se passait dans le temps dans les campagnes, dans le peuple ou dans les milieux sociaux de toutes sortes, parce que ça arrive partout, hein, et que c'était pas aussi médiatisé que maintenant, et que justement, dans le temps, Charbonnier étant maître dans son logis, de surcroît, hein, donc on ne faisait pas autant cas des femmes battues qu'on le fait aujourd'hui. Et on en fait largement pas assez aujourd'hui. Et que cette histoire me permet de, premièrement, de parler par un fait vécu de cette affaire, et en plus d'avoir l'occasion de scénariser, comme pour un film, en fait, une histoire qui ferait un très bon film, si vous voulez. Donc c'est l'exercice littéraire, du coup, qui, autour de cette histoire, m'a beaucoup intéressé.
Pour finir, simplement, le texte est émaillé de phrases en breton, de citations bretonnes. Et quel rapport entretenez-vous avec cette langue? C'est pas votre langue maternelle, il me semble que vous l'avez apprise. Oui. Alors, cette langue, je l'ai trouvée autour de moi, dans les campagnes environnant Châteauneuf-du-Fou. Et quand je l'ai appris dans les livres, ça ne m'a pas servi à rentrer en contact et à vivre culturellement et socialement avec ceux qui la possédaient, d'après moi, magnifiquement. Alors, il a bien fallu que j'aille les voir, hein, que j'aille vivre avec eux pour apprendre cette langue qui est une composante essentielle de la culture de la Bretagne. Et ce que j'appelle la culture, là, en l'occurrence, là, c'est bien la culture populaire, hein. Il y en a d'autres, mais là, je parle de la culture populaire, hein, qui nécessite que nous soyons capables, pour la comprendre, de vivre culturellement et linguistiquement, hein, avec ces personnes qui ne sont pas à l'autre bout du monde, mais qui sont à côté de nous. Il suffit de se baisser, à mon époque, et en tout cas d'aimer être avec ces gens, hein, qui la parlaient merveilleusement, pour comprendre beaucoup mieux cette culture et en faire quelque chose. À partir de ce moment-là, oui, on en fait quelque chose. C'est la différence, c'est ce que je reprocherais à Xavier Graal dans une autre partie qui parle de la Bretagne sans finalement la connaître. Et là, on peut revenir à Louis Guillou et à Camus qui dit de Louis Guillou que oui, lui, il sait de quoi il parle quand il parle de la misère. Bon, moi, je pense avoir appris ce qu'est la culture bretonne, de ce qu'est la langue bretonne, non pas en apprenant la liste, ce qui est très bien, non pas en en parlant à Rennes, ce qui peut être très bien, mais non, en allant à la source, et surtout en la considérant, cette langue du peuple. Mais ce qui n'est rien d'autre, la langue bretonne, ça aurait pu être tout à fait autre chose. Moi, c'est pas parce que c'est breton que ça m'intéresse. C'est parce que c'est un pan entier d'une vie sociale, d'une vie populaire, une richesse que les gens ont. Et c'est ça qui va m'intéresser. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu apprendre autant de choses. Et puis, essayer d'en faire quelque chose, je peux essayer de redonner aux autres. Oui, c'est quelque chose de très, très charnel, quoi. Un entourage autour de moi que je négligeais, que je ne connaissais vraiment pas, alors qu'il se mouvait, il se parlait, il s'exerçait tout autour de moi sans que je m'en aperçoive. Il était temps de faire quelque chose, hein, quand j'ai vraiment décidé d'aller chez eux, dans les fermes, travailler, enfin essayer de travailler avec eux dans les fermes, pour que je puisse parler comme eux, avec eux, comme je disais pour Youn Wernick, j'avais envie de parler comme toi, vieux frère, c'est toi qui la possède cette langue, c'est pas moi avec mes bouquins, c'est toi. D'accord. Et est-ce qu'on peut évoquer en passant, puisque vous aviez fait un livre très personnel en 2001, ouais, qui s'appelait Sonneur, qui racontait votre histoire, est-ce que vous êtes encore sonneur, donc de fait, ou dans l'âme? Alors, sonneur, je crois que je l'ai toujours été et je le serai toujours, de fait, puisque je joue dimanche prochain. Et dans l'âme, parce que c'est bien ce qui constitue mon âme, mais mon âme, pas à moi tout seul, l'âme d'une culture qui passe par un certain nombre de personnes, hein, qui vont la tutoyer, qui vont la fréquenter le plus possible, sans faire exprès d'ailleurs, mais qui s'en imprègnent tellement qu'ils vont peut-être finir par en être un peu les représentants, si je puis m'exprimer ainsi. Cette manière d'être, en fait, sonneur, moi je donne un peu la clé du mystère tout à fait en conclusion de mon livre sur la chanteuse de Gwerz, quand je parle de cette famille extraordinaire qui sait naturellement ce qui est beau sans que jamais personne ne leur ait expliqué qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait aimer. Sont totalement exempts de snobisme, de quoi que ce soit. C'est naturellement qu'ils vont vers ce qu'ils trouvent beau. Alors j'ai écrit en conclusion pour répondre à une question générale sur ce que c'est que finalement être un sonneur aujourd'hui à mon sens. Je parle de cette famille et je mets tout à la fin, je dis, les thèmes musicaux intemporels que m'offrirent sans façon ces paysans châteauneviens de la famille Ledu, dites-moi pourquoi je les trouve si originaux, si beaux, si propres à l'interprétation, aux variantes, à l'élargissement musical, quand ils m'invitent à composer, à inventer, à participer. Réponse, une question, une personnalité, une esthétique, un style, un talent, de l'art.